Durant le mois d'hiver, la faune semblerait moins active comparée aux saisons chaudes. Certains mammifères et reptiles vont hiberner, d'autres oiseaux vont migrer vers les pays chauds, mais que reste-t-il de la faune française en hiver? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo grâce aux observations de la faune hivernale que j'ai pu réaliser en fin décembre. En hiver, malgré les conditions défavorables pour de nombreuses espèces, certains animaux ont su s'adapter pour continuer leurs activités avec le froid hivernal. C'est le cas de beaucoup d'oiseaux comme les pies, les mésanges et les foulques, mais c'est aussi le cas pour certains invertébrés qui continuent malgré tout de vivre en hiver. C'est le cas des colamboles, de certains myriapodes, de certains insectes. Regardons maintenant les invertébrés que l'on peut observer dans nos jardins en hiver. On va commencer nos observations avec l'ordre des diptères. Les diptères, ça comprend en soi les mouches, les moustiques, les tans, les cirpes, etc. Cet ordre des diptères s'appelle ainsi car il possède une seule paire membraneuse comparée aux autres insectes qui généralement en possèdent deux paires d'ailes membraneuses. Pourtant, les diptères possèdent bien une deuxième paire d'ailes, mais celle-ci va être modifiée et elle sera transformée en ce qu'on appelle des haltères. Les haltères, ce sont donc des ailes modifiées qui s'agitent rapidement pour stabiliser le vol de ces diptères. La première espèce que j'ai pu observer, c'est un diptère de la famille des Chironomidés. Il ressemble beaucoup à un moustique, mais il a la particularité de ne pas posséder le proboscis, c'est la pièce buccale allongée qui permet au moustique de nous piquer, donc le chironome est incapable de piquer l'être humain. Pour le reconnaître, on peut observer son thorax qui est particulièrement bombé, ses pattes antérieures sont assez allongées et le mâle possède des antennes plumeuses. Leurs larves, appelées vers de vase, sont aquatiques et sont de très bonnes filtreuses. Elles permettent de transformer la matière organique sédimentée en matière minérale et permettent donc d'entretenir les points d'eau, voire même d'améliorer leur qualité pour accueillir de futurs habitants aquatiques plus sensibles. De plus, autant la larve que l'adulte constituent le régime d'énormément d'animaux. La larve se fait manger par les poissons, les amphibiens et les insectes aquatiques comme les nippes et les larves de libellules, et au stade adulte, lorsqu'elle peut voler, elle peut profiter à certains oiseaux, aux chauves-souris et aux libellules adultes. Ensuite, j'ai observé une psychodidée qui fait peut-être partie de la sous-famille des psychodinés. Leur particularité, c'est qu'elles possèdent des ailes courtes et larges. Elles sont très velues et de petite taille, généralement entre 1 et 5 mm. Sa larve se développe dans l'eau ou des milieux très humides remplis de matière organique, dont les canalisations, dans les salles de bain, les cuisines, etc. Les larves se nourrissent de déchets dans les canalisations et cela peut avoir un effet bénéfique en nettoyant les déchets bloqués, mais si cela est trop rempli de matière organique, elle ira pondre à cet endroit et il y aura donc de plus en plus de mouches qui en sortiront. Les mouches que l'on retrouve dans nos canalisations sont souvent nommées mouches des drains. Leur nom scientifique est Clogmia albipunctata. Elles ne sont pas connues pour transmettre de maladies et se nourrissent de nectar une fois adultes. Cette espèce fait également partie de la sous-famille des Psychodinae. Une de ses cousines, qui fait partie de la sous-famille des phlébotominés, dont les phléotomes, qui eux par contre sont hématophages, se nourrit de sang et peut être de vecteur de certaines maladies, surtout dans les pays tropicaux et en Afrique. C'est très rare en Europe, par contre, la transmission de maladies. Le dernier diptère que j'ai observé, c'est Suilia variegata. Pour la reconnaître, elle est généralement de couleur orange, possède des poils sur le scutellum. L'apex, donc l'extrémité de ses ailes, est plutôt clair avec une tache foncée par-dessus. Au niveau de l'arista, qui est un peu semblable aux antennes, elle est longue et plumeuse. Et l'adulte se nourrit de pollen et de nectar, participant donc à la pollinisation. Ces larves, par contre, se nourrissent de champignons et vivent à l'intérieur. Les colobos sont des arthropodes assez abondants en hiver. Ils arrivent à survivre même lorsque les températures extérieures sont négatives. Les colomboles sont souvent des animaux très petits et dépassent très rarement le centimètre. Tous les colomboles sont aptères, ce qui signifie qu'ils ne possèdent pas d'ailes, et leur particularité c'est qu'ils possèdent généralement une fourca. C'est un organe sauteur situé en dessous de leur abdomen. Commençons d'abord avec les colomboles de l'ordre des Symphipléones. Ce sont globalement les colomboles au corps globuleux. La première espèce que j'ai observée, c'est Dicyrtomina ornata.
Pour la reconnaître, elle est généralement de couleur jaune et rouge, voire même violacée. Elle possède de longues soies à l'arrière. Le segment numéro 4 de l'antenne est très courte. Elle possède 8 ocelles, donc les ocelles ce sont tout simplement les yeux des arthropodes, et elle possède au niveau de son abdomen une tache sombre rectangulaire avec une forme typique pour cette espèce. Et au niveau de la taille, ça peut faire jusqu'à 3 mm. Ensuite, j'ai observé un Sminturinus sp. Alors je soupçonne que c'est soit l'espèce Bimaculatus ou Trinotatus. Malheureusement, cette photo ne me permet pas de le dire l'espèce précise. Pour reconnaître une de ces deux espèces, leur abdomen est noir avec 2 points blancs et ils sont très petits, ils sont inférieurs à 1 mm. Continuons les colamboles avec l'ordre des entomobryomorphes, ce sont les colamboles. La première espèce que j'ai observée c'est Vertagopus arboreus. On le reconnaît à son aspect foncé irisé d'un bleu violacé. Il possède des pattes blanches, ses antennes sont plus longues que sa tête et possède des soies courtes et denses sur tout son corps. Il a la particularité d'avoir le segment abdominal numéro 3 et 4 d'une taille similaire. Il fait également environ 1 mm. Ensuite, nous avons Isotomurus pseudopalustris. Sa caractéristique est une coloration et dessin variable. Il possède un pigment brun rougeâtre linéaire sur le dos. Il a 4 articles sur les antennes. Et son segment abdominal numéro 4 est pas plus long que le segment abdominal numéro 3, contrairement à l'autre espèce qu'on a vue précédemment. Et il possède également de longues soies sur les segments de l'abdomen 4 à 6. Au niveau de sa taille, c'est un colambole qui va faire environ 2 à 3 mm. Nous passons maintenant à Entomobria sp. Alors je pense que c'est soit Nicoletti ou Nivalis pour l'espèce. Ces deux espèces possèdent une couleur jaune pâle, ont un corps sans écailles, leurs antennes sont en 4 segments. Maintenant, à propos du segment abdominal numéro 4, il est plus long que le segment abdominal numéro 3. Le segment abdominal numéro 4 possède 2 taches sombres à l'apex sur les côtés. Maintenant, pour différencier ces deux espèces, les taches sombres de Nicoletti sont plutôt sur la partie dorsale, alors que chez Nivalis, c'est plutôt vers les côtés latérales. En tout cas, cette espèce fait environ 2,5 mm. Maintenant, passons à Tomocerus minor. Il a un corps allongé avec des écailles argentées. Il possède un collier de soie à la base du thorax. Pour les antennes, il possède 4 articles et elle est de taille inférieure à celle du corps. Ce colambole possède 6 ocelles. Pour la taille, il fait environ 4 mm. Il faut juste faire attention avec ce genre qui est Tomocerus parce qu'il y a un autre genre qui lui ressemble tout particulièrement qui est le genre Pogonognatellus. Il y a une seule vraie grande différence, c'est la position des ocelles. Chez Tomocerus sp, les ocelles vont former une sorte de D, alors que l'autre genre Pogognatellus va plutôt former un ocelle en forme de T. Le dernier ordre des colamboles que j'ai pu observer, c'est les poduromorphes. Ce sont les colamboles qui semblent un peu boudinés. La seule espèce que j'ai pu observer, c'est Calaphorura burmeisteri. C'est une espèce que j'ai pu observer en retournant une dalle en pierre de mon jardin. Ce colambole est de couleur blanche, ne possède pas d'ocelles. Ses antennes sont cylindriques et assez petites, et il possède 2 épines anales. Il fait, au niveau de la taille, 2 mm. Mais quel est le rôle des colamboles ? Les colamboles sont vraiment indispensables à nos écosystèmes. Depuis des millions d'années, elles ont su s'adapter en développant diverses stratégies pour survivre jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ne le savent pas, mais les colamboles n'appartiennent pas à la classe des insectes comme les scarabées, les abeilles, les libellules, etc. mais possèdent leur propre classe, les colamboles. Leur différence se fait d'abord par l'absence totale d'ailes, et les larves des colamboles sont vraiment des copies miniatures des adultes, contrairement à beaucoup d'insectes qui, eux, subissent une métamorphose pour ressembler aux adultes.
Ces arthropodes sont apparus sur Terre il y a environ 400 millions d'années. Pour comparer, les premiers dinosaures datent de 230 millions d'années et les premières plantes à fleurs datent de 150 millions d'années. C'est quand même assez impressionnant pour de si petites bêtes. Et aujourd'hui, elles sont indispensables pour avoir un sol de qualité. La plupart se nourrissent de végétaux en décomposition et de micro-organismes comme les champignons, les bactéries, les algues, etc. Elles permettent donc de réguler la prolifération des micro-organismes du sol. Elles permettent également la création d'humus, ce qui permet la fertilisation des sols, et permettent un bon développement aux plantes. Elles sont utilisées aussi comme bioindicateurs pour les pollutions des sols. Une des caractéristiques des colamboles, c'est la furca. Cet élément de son anatomie permet à l'animal de réaliser des bonds pour s'enfuir des prédateurs. Les colamboles se retrouvent presque partout sur Terre. Des espèces vivent même en Antarctique. Ils savent sécréter des substances antigel pour se protéger du froid extrême. Passons maintenant à un animal que peu de personnes connaissent, les diplours. Ce sont des petits animaux aptères qui font environ 1 cm. 5 cm vraiment dans des cas extrêmes. Ils ont une forme assez longue et possèdent des cerques et des antennes assez fines. De mon côté, j'ai observé un diplour de la famille des Campodeidae. La caractéristique d'être de couleur blanc jaunâtre possède de longues cerques et de longues antennes. Il ne possède pas d'yeux. Au niveau de ses particularités, c'est un animal qui est détritivore et omnivore. Il peut manger les racines, les champignons, de petits invertébrés et de la matière organique. Ce sont des animaux assez agiles qui sont très rapides et qui peuvent également creuser des terriers dans le sol. Certaines espèces vivent dans des grottes. Les diplours sont capables d'autotomie au niveau des cerques, c'est-à-dire que lorsqu'un prédateur l'attrape par les cerques, il peut s'en détacher afin de se sauver. Passons maintenant à l'ordre des hémiptères. C'est un ordre qui comprend les cigales, les punaises, les pucerons, etc. Ils sont caractérisés par la présence de longues antennes, un rostre, donc qui est l'appareil buccal, et la présence de 2 paires d'ailes, dont la première paire est appelée hémiélytre, car une partie est rigide, puis l'autre partie est membraneuse. Dans les hémiptères, il y a un insecte que j'apprécie tout particulièrement observer. Il fait partie des sous-ordres des océanorynques qui comprend 2 infraordres. Le premier, ce sont les cicadomorphes, qui comprend globalement les cicadelles, les cercopes et les cigales, et également les membracides. Et il y aura ensuite le deuxième infraordre, qui est plus ou moins connu, ça s'appelle les fulgoromorphes, qui comprend les fulgores, les delphacides, les icides, etc. Les océanorynques possèdent tellement de formes, de couleurs, de motifs et de tailles différentes que je m'en lasse pas d'en observer. La première espèce que j'ai observée, c'est Ebata sp. Il a changé de nom scientifique car avant il s'appelait Ampoisca sp. Il possède un long corps vert, beaucoup plus long que large. Ses yeux sont généralement de couleur blanche. Le vertex, c'est-à-dire le front, est très arrondi, il n'est absolument pas pointu. Il y a un genre qui le ressemble, c'est Kiaboisca. Pour différencier ces 2 espèces, il faut simplement observer au niveau des élytres. Chez Kiaboisca bipunctata, on va trouver 2 taches noires à l'extrémité des élytres, donc vers les 2 tiers, alors que chez Ebata sp, il n'y a aucune tache. Ensuite, on a 2 espèces qui est Ostrasca vitata et Chlorita dumosa, qui sont aussi des genres qui ressemblent beaucoup à Ebata. Pour les différencier, les 2 espèces que je vous ai citées possèdent des taches très marquées sur le vertex que Ebata ne possède pas, ou moins les taches sont très peu marquées. Au niveau de la taille, ça fait environ 4 mm et c'est une espèce très agile pour voler. Si elle vous perçoit, elle se cachera sur la face inférieure de la feuille ou s'envolera. La deuxième espèce de cicadelle que j'ai observée, c'est Zygina sp. Alors au niveau des motifs, ça ressemble à Zygina nivea, mais c'est absolument impossible à dire sur photo. Déjà, les femelles ne sont même pas identifiables et les mâles sont identifiables seulement avec la génitalia.
La genitalia, c'est une extraction des organes reproducteurs et avec l'observation au microscope, on peut déterminer l'espèce précise. Donc impossible à déterminer sur photo. Après, pour reconnaître le genre, ils possèdent un corps très allongé. Ils sont de couleur blanc ou jaunâtre avec des taches ou marques rouge-orangé. Une espèce qui peut ressembler, c'est Totoneura polymitusa, qui peut ressembler au genre Zygina, mais cette espèce possède 2 taches blanches sur le pronotum que la plupart des Zygina ne possèdent pas. Cette espèce fait environ entre 3 à 4 mm et c'est une espèce très agile pour voler. Ensuite, j'ai observé Edwardsia sp. SP tout simplement parce que c'est quasiment impossible d'identifier ce genre sur photo. Pour le reconnaître, donc c'est une cicadelle au corps très allongé, généralement de couleur blanche ou jaunâtre, et il a également le vertex très arrondi. Faut faire attention avec une espèce qui est Emelianoviana mollicula, qui est une espèce qui ressemble énormément, mais qu'au niveau du vertex, j'ai l'impression que c'est un peu plus pointu. Alors j'ai pas vu de différence entre les deux genres, mais en observant les photos, j'ai vraiment l'impression que Edwardsia a le vertex beaucoup plus arrondi, enfin de peu comparé à Emelianoviana. Cette cicadelle est généralement sans présence de taches. Il y a juste 2 espèces, qui est Edwardsiana geometrica et Edwardsiana graciosa, qui possèdent des motifs et ce sont d'ailleurs les seules espèces, donc seulement 2 espèces qu'on peut identifier de ce genre avec les photos. Et aussi le genre Edwardsiana ne possède pas de taches sombres à l'apex de l'aile, car ça c'est une caractéristique qui est plus des côtés du Ribothiana et peut-être d'autres espèces. D'autres espèces peuvent lui ressembler vraiment fortement. C'est le cas de Phygociba ficari. J'ai pas de technique pour les différencier, mais il y a un indice qui est pas mal, c'est de voir où se trouve la cicadelle. C'est-à-dire qu'en fait, comme ce sont des animaux qui vont se nourrir de la sève des plantes, ils vont se trouver généralement sur une espèce de plante précise ou non. Et dans le cas de Phygociba ficari, il va se trouver sur le Ficus carica qui est le figuier, alors que Edwardsinia, en tout cas il y a certaines espèces qui se trouvent sur des rosiers, donc là il y a vraiment une différence au niveau de la localité des espèces qui se trouvent soit dans le figuier ce sera Phygociba, soit dans les rosiers c'est plus probable que ce soit Edwardsiania. Deuxième espèce qui ressemble à ce genre, c'est le Phagosiba cruenta. Alors, au niveau de cette espèce, il existe des formes pâles, mais eux, on va plutôt les retrouver sur les hêtres. Au niveau de la taille de cette espèce, on est à 2 à 3 mm et c'est également une espèce agile au vol. Dernière espèce de cicadelle que j'ai observée, c'est Frutiodia basiniata. Elle possède un pronotum grisâtre avec les bords latéraux jaunâtres. Il possède un point noir au niveau de l'écusson et porte une sorte de M blanc sur la tête. Il fait environ 2 mm. Par contre, je n'ai jamais vu cette espèce voler et on peut facilement s'en approcher sans qu'elle s'enfuit. Les cicadelles se nourrissent de la sève des plantes. Certaines espèces peuvent se nourrir de beaucoup d'espèces de plantes alors que d'autres sont très spécifiques à une espèce végétale. Les cicadelles sécrètent des structures complexes alvéolées appelées bronchosomes. C'est une forme de ballon de football qui est constituée de plusieurs types de protéines et de lipides. Ces bronchosomes se retrouvent sur l'insecte retenu grâce à ses soies et des fois se retrouvent sur ses œufs. Grâce aux lipides contenus, il est hydrophobe, ce qui permet de protéger l'insecte de l'eau. Et après chaque mue, l'insecte se badigeonne de bronchosomes. Mais donc, à quoi ça sert ? Les bronchosomes ont des propriétés anti-reflets. Il y aurait donc un aspect de camouflage, car cela pourrait ressembler à l'aspect d'une feuille aux yeux d'autres insectes, et pourrait donc avoir une utilité de protection. Étant donné qu'ils sont des piqueurs-suceurs, ils peuvent transmettre des maladies végétales aux plantes, car les agents pathogènes peuvent se multiplier dans leurs glandes salivaires. Alors, Triosa urticae est une psylle. Les individus ont des colorations très variables. Le segment antennaire 1 à 3 est jaune, puis le reste des segments est noir. Et au niveau des ailes, il y a 3 nervures principales qui émergent d'un seul point unique, et l'apex de ces ailes est arrondi.
On la retrouve principalement sur les Antilles, plante qu'elle se nourrit, et elle forme des petites galles sur cette plante. J'ai aussi observé des ailerodes, c'est un insecte qui est blanc jaunâtre, avec ou non des taches sur les ailes, et les ailes sont posées soit à plat ou en forme de toit. Elle se retrouve sur les faces inférieures des plantes et se nourrit de leur sève. Par la suite, elle va sécréter du miella, ce qui favorise le développement de certains champignons, car le miella est riche en sucre. Et en plus, elle peut transférer certains pathogènes aux plantes, ce qui leur vaut le nom de nuisibles, étant donné tous les dégâts causés par ces petites bêtes sur notre agriculture. Mais les ailerodes résistent bien aux pesticides chimiques. Un traitement intense de pesticides risque de favoriser l'émergence d'ailerodes résistants, et ce traitement élimine en plus ses prédateurs naturels, favorisant sa prolifération. Ces prédateurs sont les chrysopes, les coccinelles, les punaises prédatrices, comme les anthocoridés, les nabidés et les géocoris. Au niveau de ces prédateurs, on a aussi un hyménoptère qui est Encarsia formosa, et aussi des acariens prédateurs qui sont les phytoséidés. J'ai aussi observé des pucerons et cette espèce c'est Macrosiphum euphorbiae. Elle est de couleur verte avec une bande longitudinale plus foncée. Son corps est souvent brillant, elle possède des yeux rouges. Elle a aussi des cornicules cylindriques longues et fines, souvent assombries vers l'apex. L'apex de ses fémurs sont peu ou pas assombris et possède une longue coda. La coda, c'est là où va sortir le miella des pucerons. Les pucerons sont bien connus de tous et se nourrissent de diverses plantes comme la pomme de terre, la tomate, le haricot, etc. Ils causent des dégâts dans nos cultures en transmettant des pathogènes aux plantes. Les fourmis aiment les aliments sucrés et le miella est riche en sucre, ce qui est produit par les pucerons. Les fourmis vont donc faire des élevages de pucerons et les protéger des prédateurs pour récolter le précieux miella pour le rapporter à la colonie. Les pucerons possèdent de nombreux prédateurs comme les coccinelles, les larves de cirphe, les chrysopes, etc. Bien que beaucoup d'animaux de cet ordre, les hémiptères, soient considérés comme nuisibles par les humains, n'oublions pas que leur présence bien sûr contrôlée est nécessaire au bon fonctionnement de l'écosystème malgré qu'ils soient transporteurs de pathogènes. Alors ce n'est qu'une hypothèse, mais en essayant de trouver leurs aspects positifs, j'ai eu quelques idées sur leur utilité. Il se pourrait qu'ils jouent un rôle de sélection chez les plantes en favorisant la reproduction des plantes robustes aux maladies. Même si des fois ils tuent les plantes indirectement par le transport de pathogènes, la mort d'une plante augmente l'accès à la lumière pour les jeunes pousses en dessous, ce qui peut favoriser la pousse de ces jeunes plantes. De plus, la prolifération d'un parasite attire la venue de ses prédateurs qui régulera la population du parasite présent en abondance ainsi que d'autres parasites ou non présents dans son régime. Tout ça pour dire que la prolifération d'un parasite peut être contrôlée sans l'action de produits chimiques dangereux pour l'environnement, grâce à un environnement équilibré. Malheureusement, dans un milieu déséquilibré où les prédateurs sont rares, les parasites sont abondants et leur impact est très fort sur la végétation. Passons à l'ordre des psocoptères. Ils sont reconnaissables par la présence de yeux composés et de 3 ocelles. La nervation des ailes est simple, il y a peu de nervures transversales, et l'abdomen comporte 9 segments. Les ailes sont repliées en forme de toit. J'ai observé Trichopsocus clarus. C'est un animal de couleur jaune pâle, avec des ailes hyalines. Elle possède des taches sombres au bout des nervures des ailes. Elle a des soies sur le pourtour des ailes et au niveau de ses antennes, et elle a une ligne sombre sur le cou et le thorax. L'ordre des psocoptères comprend des animaux très petits qui dépassent rarement les 6 mm. Cette espèce se retrouve sur de nombreuses plantes arbustives et apparemment elle se nourrit de champignons parasites de plantes. Étant donné qu'il y a pas mal d'ailerodes dans mon jardin, il y a aussi des champignons qui se développent sur les feuilles, sûrement à cause du miella produit. C'est peut-être pour ça qu'il y en a plein dans mon jardin. Nous sommes maintenant à l'ordre des coléoptères, ce qui comprend les scarabées. Ils se caractérisent des autres par la présence d'une paire d'ailes rigides appelées élytres. J'ai sans doute observé le coléoptère le plus connu de tous, c'est la coccinelle à 7 points.
Pour la reconnaître, elle possède des élytres rouges avec 7 points noirs dessus. Elle possède également 2 taches blanches sur le pronotum et des taches blanches près des yeux. Cet insecte est plutôt bien réputé et sa présence est vraiment le bienvenu dans nos cultures. C'est une énorme prédatrice et elle ravage les colonies de pucerons. À l'état larvaire, elle peut en manger plus de 100 par jour. En hiver, les coccinelles sont très peu actifs car elles hivernent. C'est la diapause en attendant le prochain printemps et que les températures se réchauffent. La coccinelle, elle n'hiberne pas, mais elle hiverne. L'hivernation, c'est lorsqu'un animal est plongé dans une somnolence mais reste quand même conscient. Il reste donc actif et de temps en temps, il peut chercher de la nourriture. Ils sont juste globalement en baisse d'activité. L'hibernation, c'est lorsqu'un animal est léthargique pendant plusieurs mois, donc le métabolisme est presque en arrêt et c'est le cas par exemple pour les hérissons. En soulevant une dalle de mon jardin, j'ai pu observer cette petite larve. Je pense que c'est une larve de carabidés qui fait partie de l'espèce Nebria brevicolis. Par contre, je ne peux pas confirmer à 100% l'identité de cette larve, étant donné que je n'ai pas trouvé les critères adaptés pour prouver l'espèce précise. Donc en tout cas, si c'est une larve de Nebria, c'est une larve qui va prédater des petits arthropodes pour s'en nourrir, et aussi elle est active en hiver, comme vous pouvez le voir. J'ai également observé d'autres coléoptères, mais par contre je n'ai pas su identifier les espèces, car certaines familles, dont les petites espèces, sont très complexes à identifier. Rien qu'en France, il existe plus de 10 000 espèces, dont 300 à 400 000 total dans le monde. Cet ordre représente 40% de la diversité totale des arthropodes et 25% de la diversité totale des animaux. Les coléoptères possèdent une diversité incroyable dans la taille, dans la couleur et dans les rôles écologiques. Certaines larves se nourrissent de bois mort en participant à leur décomposition, comme les lucanes cerfs-volants. Par contre, les adultes, souvent, eux, se nourrissent plutôt de liquides sucrés, comme les sèves des arbres et les fruits. D'autres se nourrissent de pollen et de nectar, participant activement à la pollinisation des plantes, et d'autres, comme les bousiers, se nourrissent d'excréments en nettoyant l'environnement, et aussi d'autres coléoptères sont prédateurs régulant la population de certains autres arthropodes et mollusques comme les cicindèles. On passe à l'ordre des hyménoptères. C'est un ordre qui comprend globalement les abeilles, les guêpes, les frelons et les fourmis. Il possède 2 paires d'ailes membraneuses dont les ailes antérieures est plus larges que les ailes postérieures. Il possède également des mandibules assez développées. La majorité des espèces possèdent de grands yeux composés ainsi que 3 ocelles. J'ai observé une espèce d'hyménoptère mais je n'ai pas su l'identifier, surtout que les petites espèces comme celle-ci sont assez complexes à déterminer. Les hyménoptères sont de très bons pollinisateurs. Et certaines hyménoptères, surtout les guêpes, sont des parasitoïdes. Elles permettent de réguler la population de certains phytophages comme les chenilles. Certaines espèces d'hyménoptères vivent en communauté, comme les abeilles mellifères et les fourmis, et beaucoup, et surtout la majorité, mènent une vie solitaire comme les abeilles charpentières, les guêpes parasitoïdes, etc. Revenons à nos observations, on peut aussi observer des araignées. Les araignées sont caractérisées par un corps en 2 parties, le céphalothorax et l'abdomen, ainsi que la présence de 8 pattes. Elles possèdent également des filières, c'est ce qui leur sert à faire leur toile. De mon côté, j'ai observé une mangor petite bouteille. Pour la reconnaître, elle a l'abdomen qui est blanc jaunâtre, elle a une ligne située sur l'abdomen qui est brusquement élargie vers le centre, qui ressemble à une bouteille, d'où son nom. Au niveau de ses flancs, ils sont à rayures sombres et elle possède 2 petites taches noires obliques. Le céphalothorax est jaunâtre avec une ligne médiane noire ainsi que les bords également noirs. Cette araignée, qui est une tisseuse, réalise des toiles circulaires inclinées presque verticales sur des plantes basses et très rarement en hauteur. Généralement, on l'observe au centre de sa toile et en cas de danger, elle va se laisser tomber au sol. Alors, pourquoi j'ai observé cette araignée? Eh ben, je sais pas trop, car normalement, au niveau de cette espèce, les femelles sont présentes de mai en août et les mâles d'avril à juin.
Ils sont censés hiverner jusqu'en février, donc peut-être c'est une juvénile, mais je suis quand même assez surprise de sa venue en hiver. Les araignées sont très importantes dans la nature et permettent de réguler un bon nombre d'invertébrés, dont ceux qu'on déteste le plus, les moustiques. Maintenant, comment différencier les mâles des femelles? C'est en regardant les pédipalpes de l'araignée qu'on peut différencier les mâles des femelles. Le mâle adulte possède des pédipalpes avec des bulbes copulateurs, dits gants de boxe, qui sont situés sur le dernier segment. Ça ne lui sert pas à se défendre ni à taper ses prédateurs, mais plutôt à transférer ses gamètes, donc ses cellules reproductrices, vers la femelle pour la féconder. Les pédipalpes sont aussi utiles à l'identification de certaines espèces. On va maintenant passer aux isopodes, et cet ordre comprend les cloportes, les azelles et bien d'autres. Pour les identifier, ils sont en 3 parties. Le céphalon qui est la tête, le périllon qui est semblable au thorax et le pléon semblable à l'abdomen. Ils possèdent 7 paires de pattes et ont 5 pléopodes sous le pléon qui portent les branchies. Les isopodes ont la particularité d'avoir une membrane appelée marsupium. Cette membrane permet de loger les œufs et d'incuber leurs bébés. J'ai pu observer une azelle. Donc les azelles, on les reconnaît à leur corps grisâtre légèrement transparent. C'est un animal plutôt plat, surtout aplati dorso-ventralement. Il possède un pléon en une seule plaque, des uropodes fourchus, et ce qui permet de la différencier, c'est surtout la présence de 2 taches claires à l'arrière de la tête. Ces 2 petites taches permettent de le différencier d'une espèce assez semblable, qui est Proazellus meridianus. Les azelles sont d'importantes ressources alimentaires pour de nombreux prédateurs comme les poissons et certains oiseaux aquatiques. On les retrouve dans les eaux relativement calmes et il se nourrit de débris végétaux ainsi que de restes d'animaux. Cette espèce tolère les eaux polluées et elle peut ressembler aux gamarres, sauf que les gamarres sont beaucoup plus sensibles à la pollution. Les azelles peuvent survivre durant un assèchement temporaire en s'enterrant dans la vase et elles savent supporter le froid. Certains cloportes sont encore actifs en hiver et c'est le cas de Porcelius caber, le cloporte rugueux. On le reconnaît avec son corps rugueux et ses lobes développés. Son lobe médian est en forme de triangle et se dirige vers le haut. Le telson se termine par une pointe peu développée et les uropodes sont larges et courts. Comme les colamboles, c'est un excellent détritivore qui permet de créer de l'humus et donc d'enrichir le sol en nutriments pour le profit des plantes. Il le creuse également quelques galeries qui permettent d'aérer les sols et de faire en sorte que l'eau s'infiltre plus profondément dans le sol. Et il constitue le régime alimentaire de certains animaux comme les reptiles, les amphibiens et de certaines araignées qui se sont même spécialisées dans la chasse aux cloportes comme l'espèce Dysdera sp. Dans son jardin en hiver, on peut également trouver des myriapodes. Cela comprend les scolopendres, les yules et bien d'autres. Les myriapodes, pour les reconnaître, possèdent plus de 12 pattes. On commence avec les diplopodes, ce sont les myriapodes qui possèdent 2 paires de pattes par segment et on va commencer avec les polydesmes, donc Polydesmus sp. Pour reconnaître ces espèces, on peut constater que les premiers segments sont variables, mais souvent rectangulaires et dirigés vers l'avant. Il possède entre 19 à 20 segments, c'est en fonction de son âge, et chaque segment porte une sorte d'excroissance. Le polydesme est un détritivore, il va manger les végétaux en décomposition. J'ai aussi observé une yule qui est Blaniolus gutulatus. Il est long et fin, il est de couleur blanchâtre avec des taches rouges bien pigmentées de chaque côté des flancs et il ne possède pas d'ocelles, donc pas d'yeux. C'est un détritivore et il peut manger un peu de les racines et les fruits. Il peut s'attaquer à nos cultures en cas de sécheresse pour s'hydrater, mais si la terre est bien humide, il n'y a pas de raison qu'il en mange et il n'est donc pas problématique. Sur ces photos, j'ai pu observer une armée de yules pour dégrader un ver de terre en décomposition. Ce sont de vrais nettoyeurs.
Nous passons maintenant à la classe des chilopodes, qui eux, comme caractéristique, possèdent une seule paire de pattes par segment et ils ont aussi la présence de forcipules, ce sont des crochets venimeux. Nous commençons avec Geophilus electricus. Il possède entre 65 à 73 paires de pattes et la plupart des Geophilus en ont beaucoup moins. Il possède des crochets à venin appelés forcipules et fait 4 cm de long, voire plus. J'ai aussi observé Critops sp. Donc je pense que c'est l'espèce Anomalans et je vais vous expliquer pourquoi après. Il possède 21 paires de pattes et 13 articles antennaires. Pour être sûr de son identification, il faut faire un examen des dents du tibia et des tarses des dernières pattes. Il possède également des pores coxaux dont la présence d'un pore isolé. Alors, je pense que c'est Critops anomalans tout simplement parce qu'elle était vraiment très grande. Donc quand je dis très grande, c'est environ 4-5 cm. Et les autres espèces de Critops sont souvent inférieures à 3 cm. Mais attention, il y a quand même une autre espèce qui peut être aux alentours de 3-4 cm. Mais je pense quand même que c'est Critops anomalans. Cette espèce se nourrit d'arthropodes et il est plutôt nocturne. Le dernier myriapode, c'est Lithobius sp. On le reconnaît grâce à ses 15 paires de pattes et il possède 16 tergites visibles. Ce sont de sortes de plaques sur le dos. Il est de couleur brun orangé, ses dernières paires de pattes sont plutôt allongées et il possède aussi des forcipules. C'est aussi une espèce qui se nourrit d'arthropodes et qui est plutôt nocturne. Petite anecdote sur ces animaux. Lorsque les juvéniles naissent, donc les bébés, ils ne possèdent pas autant de segments que les adultes et donc encore moins de pattes. Ils acquièrent les nouveaux segments et les pattes lors des mues qu'ils vont réaliser au cours de leur vie, ce qui peut rendre l'identification des juvéniles assez compliquée. En hiver dans les jardins, on peut évidemment trouver des vers de terre. Pour les reconnaître, ce sont des animaux qui sont très longs et annelés. Certains vers se nourrissent de matière organique, ils aèrent les sols permettant à l'air de rentrer en profondeur. Les racines des plantes ont donc accès à cet air et évitent leur pourrissement, voire leur fermentation. De plus, l'eau rentre donc en profondeur et ils sont donc très utiles pour avoir un sol de qualité et un bon développement racinaire pour les plantes. Pourquoi maintenant je vous ai mis cette photo, c'est simplement pour que vous voyez l'iridescence du ver de terre que j'ai réussi à prendre en photo et que je trouve quand même assez joli. On peut retrouver également des limaces, donc celle-ci c'est Arion sp. On peut la reconnaître avec sa couleur assez variable, elle peut être noire, orange, gris, brun, etc. Elle possède également des tentacules de couleur plutôt sombre et une extrémité arrondie. Et elle possède un orifice respiratoire appelé pneumostome qui est situé au niveau de la partie intérieure de son manteau. Cette limace se nourrit de plantes, de champignons et de restes d'animaux. Elles vont d'abord s'attaquer aux parties fanées des plantes et les parties décomposées. Elle va donc limiter la propagation de champignons. Elle recycle la matière organique et constitue le régime de nombreux animaux comme les lézards, les amphibiens, les carabes, les hérissons, etc. Malgré quelques feuilles qu'elle peut manger de nos plantes, elle constitue quand même un certain rôle quand son nombre est assez limité dans nos cultures. Passons maintenant à quelques oiseaux et regardons surtout les oiseaux du jardin à observer en hiver. Tout d'abord, on a le fameux rouge-gorge, facilement reconnaissable par son plumage brun et son grand plastron orangé. Ce petit oiseau insectivore observe de près les jardins pour se nourrir, dont les vers de terre. C'est un migrateur partiel, les populations présentes en Europe centrale et du Nord passent l'hiver dans l'ouest ou le sud, et dans les autres endroits où la température lui semble convenable, il est sédentaire et reste sur le territoire. Nous avons ensuite la tourterelle turque, cet oiseau qui fait partie de la même famille que les pigeons, les columbidés, est facilement reconnaissable à sa couleur claire du plumage, avec son demi-collier bordé de blanc, ainsi que sa queue, donc la rectrice, qui est longue, et à son œil qui est sombre. Cette espèce a su s'adapter aux installations humaines et elle se nourrit principalement de graines, mais aussi de baies, de jeunes pousses et de quelques insectes.
Vu de loin, l'apis semble juste être un vulgaire oiseau noir et blanc, rien d'exceptionnel à première vue. Mais si on la regarde de plus près avec une bonne luminosité, sur son plumage, on s'aperçoit de la beauté via l'iridescence bleu-vert de ses plumes. L'épi sont omnivores et peut autant manger des baies que des invertébrés, mais aussi des graines, de petits rongeurs, etc. Malgré sa réputation de nuisible, elle a son rôle dans l'écosystème. Par exemple, elle se nourrit de restes d'animaux et permet de réguler la propagation de micro-organismes potentiellement néfastes. Le jet des chênes, comme la pie et le corbeau, il fait partie de la famille des corvidés. On le reconnaît à son plumage brun-gris, à sa moustache noire, sa gorge blanche, mais surtout via ses magnifiques plumes bleues au niveau des poignets. C'est aussi un migrateur partiel, qui est sédentaire ou migrateur, en fonction des conditions climatiques où il se trouve. Il se nourrit principalement de glands et de fruits et de quelques insectes. Les biotopes méditerranéens accueillent souvent les jets venant du nord et de l'est. Passons maintenant au merle noir. Cet oiseau est facilement identifiable, enfin, surtout pour le mâle. Le mâle possède un plumage noir, un bec et le cercle oculaire qui est jaune. Elle, la femelle, est d'une couleur différente. Elle est brune avec le dessus assez sombre et le dessous plus clair. Elle est légèrement mouchetée. Et les juvéniles sont bruns, la gorge et la poitrine est très mouchetée, et le bec est plus clair que chez la femelle. Et il possède des pattes rosâtres. C'est un oiseau omnivore, il mange des insectes, des vers, des fruits, etc. On peut observer avec un peu de chance des merles qui possèdent une mutation génétique rare appelée leucisme. Cette dépigmentation, qui est un manque de mélanine, donc de la couleur noire, peut être partielle, voire même totale. Comparé à l'albinisme, les animaux touchés par le leucisme ne sont pas sensibles au soleil car le leucisme ne touche pas les yeux. D'autres animaux peuvent être touchés par cette mutation, mais le merle semble l'oiseau le plus fréquemment observé. Passons maintenant aux oiseaux d'eau qu'on peut l'observer en hiver, évidemment lorsque les lacs sont pas complètement gelés. Commençons par le foulque macroule, plus communément appelé poule d'eau. C'est l'un des oiseaux aquatiques le plus abondant. On le reconnaît avec son corps gris et sa tête noire, il possède une plaque frontale blanche et une queue courte. Un point de son anatomie assez remarquable, ce sont ses pattes. Elles sont d'une taille impressionnante pour sa taille, avec la présence de lobes pour mieux nager. Elle se nourrit de diverses plantes aquatiques, de graines, de fruits, d'insectes et de mollusques. Le foulque est monogame, c'est-à-dire que le couple est le même durant plusieurs années. Le grand cormoran. Ce grand oiseau est reconnaissable par son plumage sombre, sa tête est anguleuse et il possède un long cou. Les juvéniles ont un plumage plus clair et le ventre et la poitrine plus blanches. Le plumage des cormorans n'est pas totalement imperméable, comme la plupart des oiseaux. Cela aurait un avantage pour la plongée afin de mieux chasser des poissons pour se nourrir. Il mange aussi quelques crustacés. C'est un migrateur partiel. Seules les populations du nord sont migratrices, les autres populations restent sédentaires. C'est un oiseau grégaire, mais il chasse seul. Une de ses postures connues du cormoran, c'est lorsqu'il ouvre en grand ses ailes. Certains diront que ça sert à sécher ses ailes après une plongée, et d'autres pensent que ça permettrait de se réchauffer au soleil pour aider à la digestion. Passons maintenant au cygne tuberculé. C'est un oiseau bien connu. On reconnaît avec sa taille imposante, avec son long cou et son plumage blanc. Il possède également un bec de couleur rouge-orangé avec la présence d'un tubercule. Cet oiseau se nourrit de végétaux aquatiques, d'algues ainsi que de quelques mollusques, arthropodes aquatiques, etc. Lors de la nidification, les cygnes peuvent devenir assez agressifs pour protéger leur couvée. Le couple reste fidèle. Voici un oiseau incroyable, le martin pêcheur d'Europe. C'est un oiseau bleu aux taches orangées avec une queue courte ainsi que des pattes courtes. Il possède un long bec entièrement sombre pour le mâle, et la femelle possède du rouge à la base du bec. C'est un oiseau piscivore, c'est-à-dire qu'il va se nourrir de poissons, mais il peut se nourrir également de divers petits animaux aquatiques. Ce petit oiseau est surnommé la flèche bleue car il est très rapide, il peut voler jusqu'à 80 km/h. C'est un oiseau très discret et assez craintif. C'est assez compliqué à observer correctement. Et on finit avec le grèbe huppé.
C'est le plus grand des grèbes européens. On le reconnaît à son long cou blanc, à ses joues blanches et avec son bec long et mince. Il possède également une calotte noire ornée d'une crête huppée et il a également une collerette rousse à base noire. Cet oiseau se retrouve dans les plans d'eau afin de plonger pour se nourrir de poissons, de larves d'insectes et de mollusques. Sa huppe est principalement visible lors de la période de reproduction qui commence entre février et mars. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis peut-être à une prochaine vidéo.